Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On a tous et toutes un jour été témoins de violence. Et on se souvient souvent de la manière dont on a réagi. Beaucoup sont surpris de se retrouver comme paralysés, de rien pouvoir faire. Nous aimerions nous imaginer en héros qui s'interposent et qui protègent les autres, mais dans la réalité, le choc et la peur prennent souvent le dessus. Et c'est d'autant plus le cas quand on est nous-mêmes victimes de violences. À la sidération et à la terreur s'ajoute alors le traumatisme et ses liens à nos blessures. Lorsqu'elle s'invite dans notre cercle proche, l'agressivité se nourrit de la relation de proximité et de dépendance entre oppresseurs et victimes. Elle peut alors paraître insurmontable. Notre invitée du jour est une artiste, chanteuse, actrice et autrice, mais elle est aussi une survivante. Après avoir vécu 2 relations marquées par la violence conjugale, elle décide de dire stop. Pour elle-même et pour ses enfants, elle brise la loi du silence. Ces mots, elle les pose dans un livre, Notre silence nous a laissés seuls, publié aux éditions Robert Laffont. Elle y raconte son histoire, des coups à la renaissance, et nous invite à questionner les cycles toxiques qui polluent nos vies, ce qu'ils nous disent de nous, de nos peurs les plus profondes et de nos blessures enfouies. Bonjour Judith Chemla et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Merci. Tu commences et tu finis ton livre en notant que la société n'aime pas les victimes. Pourquoi est-ce que tu penses ça ? Je le remarque aussi par l'impossibilité de se voir comme une victime. Personne, en fait, ne veut se voir comme une victime. Et d'abord, c'est le fait de surtout ne pas vouloir l'être. Et c'est ce qui fait qu'on reste dans des situations en les niant, quoi. Et surtout, ceux qui agressent vous disent fais pas ta victime. Il y a toujours pire que notre histoire, donc on minimise. Et surtout, en fait, personne n'a envie de se faire connaître comme étant victime. On a toujours envie d'être fort. Et puis, il y a plus d'énergie à être fort, à être du côté des puissants. On a toujours envie d'être du côté de celui qui gagne. C'est ceux qui gagnent qui ont fait l'histoire, qui ont créé les civilisations dans lesquelles on évolue. En écrasant, on est une société basée sur la domination des plus faibles. C'est un état de fait. Je veux dire, ceux qui ont le pouvoir, l'argent, dominent et continuent d'écraser ceux qui ont le moins, en fait. C'est comme ça, on écrase. C'est malheureusement encore le cas, quoi. Et cette domination, elle commence à l'écrasement des femmes. Mais ça, je le savais pas du tout. Je l'ai découvert par mon histoire et puis ensuite en lisant, en comprenant comment on avait toujours effacé les femmes et leurs paroles, quoi. Comme tu dis, beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales se murent dans le silence à cause de ça, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, le besoin de parler est plus fort que la peur ? Souvent, c'est parce qu'on n'a plus le choix.
là, aujourd'hui, on dit que la parole se libère. Ça prend de la place dans les médias, et tant mieux parce que la société ne peut avancer dans sa conscience et la politique ne peut s'emparer des sujets que quand ils sont ultra médiatisés. Malheureusement, c'est comme ça. Sans les médias, les politiques ne s'emparent pas des sujets. C'est comme ça. C'est la pression médiatique qui fait la politique aujourd'hui. Mais le silence règne encore. Tant de femmes se taisent. Là, aujourd'hui, on a quelques éclats et ils prennent de la place. Mais c'est le silence qui règne. Parce que c'est dur de s'exposer, c'est dur de parler, c'est dangereux de parler, c'est prendre des risques. Et on croit toujours qu'on va s'en sortir en se faisant petit, en faisant comme on peut, mais ça marche pas dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Il faut parler parce que la justice a beaucoup à avancer. On prend la parole quand on n'a plus le choix. Vraiment, c'est presque pas un choix, c'est une nécessité. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression d'avoir tout épuisé comme recours. Dans mon cas, il y a une condamnation pour violence et harcèlement, et ça perdure. Donc, et puis c'est très délicat quand c'est dans la famille. Évidemment, c'est plus difficile parce que on est élevé dans l'unité familiale. C'est sacré, l'unité familiale. Quand on révèle des violences, ça brise la famille. Quand on dit non aux violences, ça brise la famille. Se séparer du père de ses enfants, accepter que son fils ait commis une chose interdite, on ne veut jamais y croire, vous voyez, on veut préserver jusqu'au bout l'unité familiale. Et puis, quand c'est trop, quand pour son degré à soi, c'est trop, malheureusement, c'est encore loin, le degré qui nous permet de dire stop, oui, on porte la culpabilité déjà, malheureusement, alors qu'on n'est pas responsable de la violence des autres. Mais voilà, on dit stop, on éclate une famille. Et en fait, moi, je pense que c'est pour le mieux, hein. Mais on est encore dans cette culture où c'est regrettable pour l'enfant. En fait, non, c'est préférable, évidemment, de vivre dans la clarté, dans l'évidence qu'il y a des choses qui ont des conséquences et qu'on n'a pas le droit de les commettre. Mais dans mon cas, une condamnation pénale, un séjour en prison, et c'est comme ça pour beaucoup de femmes, hein. Ça suffit pas en fait à arrêter l'individu qui se croit tout permis, qui se sent dans sa toute puissance le droit en fait de récupérer son bien, quoi, sa propriété, sa famille, sa femme, ses enfants. C'est ça. Donc moi, je suis encore dans la culpabilité de me dire si je reporte plainte maintenant. Et puis dans la croyance que la justice est ferme et qu'un sursis probatoire, ça a du sens. Mais on n'en est pas là du tout. En France, voilà, la justice n'a pas les moyens ou la volonté de faire appliquer ses propres ordonnances. Donc quelqu'un qui viole son sursis, c'est open bar, il peut y aller. En fait, 5 plaintes, moi, j'ai déposé après avoir parlé publiquement. Et voilà, il faut encore que je porte plainte en constitution de partie civile pour que la réalité des preuves que j'apporte soit prise en compte. C'est absolument insupportable. 80% des plaintes sont classées sans suite pour violence. Donc, ne sachant pas encore ça, je pense qu'il va aller en prison, quoi, si je porte plainte. Et je me culpabilise pour ma fille, pour le lien père-fille, tout ça. Donc, 1 an après une agression physique qui me laisse des traces au visage, je vois que je suis encore oppressée. J'ai l'impression que je vais éclater, que mon cerveau, que mon thorax vont imploser tellement je subis encore de pression. Et je vois qu'ils se sentent tout puissants pour me rendre la vie infernale. Là, j'écris c'est comme ça que je m'en suis, moi, sortie au jour le jour dans ces années d'oppression. C'est en écrivant, en traçant une ligne vers la vie que je désire avoir, vers la liberté que
que j'estime avoir le droit d'exiger. Et j'écris 1 an pile après cette agression qui me laisse des traces, qui me permettent de voir la réalité en face, dans le miroir, et de me dire, je sors de cette relation. J'écris, et en me relisant, je sens que ma colère, l'injustice que je vis est tellement forte que mes mots ont une portée publique. Et là, je revois ce visage d'il y a 1 an, marqué, et je me dis, mais ces actes-là, mais je les subis encore, je les porte encore, je le protège encore de ces actes en ayant, bien sûr, pas fait la promotion de son film, mais tout fait pour que ça se passe bien, que les acteurs puissent même être invités dans des... On m'avait contacté pour me dire si ça me gênait pas, qu'ils sont invités à Quotidien. J'ai dit, mais non, je souhaite que le film marche. Une volonté que ça marche pour lui en tant que réalisateur, qui prenne, qui fasse sa vie d'homme, sa vie de père, sa vie d'artiste. Je le souhaitais sincèrement pour lui, quoi. Et puis, je vois que je protège encore quelqu'un qui désire exercer sa violence, sa toute-puissance, sa transgression. Et là, ça suffit, quoi. Je me dis, cet acte, il ne m'appartient pas. Je le couvre pour cet acte, mais cet acte, c'est le sien. Ce sont les siens. C'est pas à moi. Et j'en ai marre de le bouffer jour après jour. Donc ça lui appartient. Et si dans la sphère privée, il n'entend pas que ça suffit, on porte la parole plus fort. Ça devient public. Ça devient public parce qu'on ne peut pas supporter de vivre des violences en se taisant. Parce que ce silence nous étouffe. Et ils sont contents qu'on s'étouffe. Et ça fait encore partie de l'emprise et de la violence. On garde ça pour nous. On se sent coupable des actes qu'ils ont commis. On les protège des actes qu'ils ont commis, quoi. Et là, ça suffit. C'est même pas, je ne pense pas, je me dis pas, il va y avoir des conséquences. J'en peux plus. Et je dis, ça t'appartient. Tu devrais avoir honte. Fous-moi la paix. Je veux vivre en paix. C'est clair? Voilà, c'est ça que je fais. Sans réfléchir. Cet homme dont tu parles, du coup, tu l'appelles le loup dans le livre. Il y a aussi eu un autre homme que tu appelles le prince dans le livre, qui ont tous les deux fait preuve de violence envers toi. Comme tu dis, il faut du courage, il faut peut-être aussi de la colère, en fait, pour dénoncer ces hommes qui vont se reconnaître dans le livre, qui vont se reconnaître, que la presse reconnaîtra. Tu as eu peur? Oui. En fait, quand je fais ça sur les réseaux sociaux, que je poste cette photo en lui renvoyant son acte à la figure, en lui disant « ça ne m'appartient pas, c'est à toi maintenant, fous-moi la paix ». Bon, bref, je suis invitée à parler sur plein de plateaux, télé, et je dis non à tout, sauf à France Inter, parce que je me dis, il faut quand même que je porte ma parole, mais j'ai peur, ma fille va avec lui le jour même, je sais qu'il l'instrumentalise, qu'il lui fait porter plein de choses, qu'il lui dit que je l'ai viré de l'appartement, que je l'ai foutu en prison, enfin, c'est l'enfer, si vous voulez. Je sais que ma fille subit des choses, mais je peux pas la laisser être en otage, et moi-même aussi, ce que tout ça soit gardé sous silence et que ça continue. Je me dis, ça peut s'arrêter. Et en m'entendant parler, l'éditrice de chez Robert Laffont me dit qu'elle a tremblé en m'écoutant et me propose d'écrire. Je sens tout de suite que c'est juste, que c'est ça qu'il faut que je fasse, que ça a du sens, que ma voix, ma parole mérite de se développer. Et surtout, suite à tous les témoignages que je reçois en retour de cette parole, c'est ça qui est très fort, c'est de voir qu'on est la pointe de l'iceberg et qu'il y a une masse, mais immense, de femmes qui se taisent, qui remercient celles qui peuvent parler, qui ont assez d'aura médiatique pour être un peu protégées par l'amour, un certain amour du public, parce qu'elles ont pu accomplir dans la lumière. On est un peu protégés par ça. Donc, quelque part, on se doit de dire ce qui se passe. Donc, j'accepte cette proposition, mais très vite, j'ai peur. Je commence à écrire, je vois que les premiers mots qui sortent, c'est sur cette première relation. Comme le dit Isil Lebesco, quand on connaît une première relation d'emprise, on est marqué.
Et ça se sent. On retombe dans les mêmes travers quand on n'a pas encore mesuré à quel point c'est grave, à quel point on y laisse des plumes et sa dignité. Avant de se récupérer tout entier, sinon on ne retomberait pas dans les mêmes travers. Si on avait pu se récupérer, se réparer, on n'est pas réparé. Donc j'écris tout de suite sur cette première relation et je m'arrête parce que c'est trop risqué, c'est trop dur. J'ai un enfant avec cette personne. Il me culpabilise de tout, du fait que son fils ne veuille plus le voir à ce moment-là, parce que notre garçon vit des choses dures. Donc c'est moi la coupable, toujours. Je sais que je peux être accusée de manipuler mes enfants à chaque fois. C'est infernal, la charge de culpabilité. Elle est sans cesse reversée sur les victimes. C'est un mode opératoire systématique des agresseurs. C'est toujours de la faute de celles qui subissent. Elles sont toujours coupables, quand on a des enfants, de manipuler les enfants, alors qu'en fait, ce sont eux qui provoquent des traumatismes chez leurs enfants, qui après nous accusent des réactions de leurs enfants à leur égard. Donc je me dis non, je peux pas le faire, j'y arrive pas. J'écris une demi-heure et puis j'abandonne pendant 6 mois. Et là, j'expérimente par moi-même les défaillances du système judiciaire et policier, dont tant de femmes se font l'écho auprès de moi, tant de femmes dont les enfants ont été placés chez des agresseurs, ont été placés à l'aide sociale à l'enfance. C'est des centaines, en fait, de femmes, de témoignages comme ça qui m'horrifient. Quand elles veulent se protéger d'un homme violent, dans les cas d'inceste, où les enfants, la plupart du temps, on ne croit pas les enfants. En 92% des cas, on ne croit pas les enfants, on ne les aide pas. Il n'y a que 8% des enfants qui sont protégés. Et quand ça m'arrive à moi, quand un policier me menace du placement de ma fille, si je n'arrête pas de faire, entre guillemets, la bagarre à monsieur, ce policier me dit, je vais appeler le juge, et votre fille peut être placée si vous n'arrêtez pas de faire la bagarre. La bagarre, c'est quoi ? C'est demander à ce que monsieur respecte les conditions de son sursis et protéger mon enfant, qui à ce moment-là en a besoin. Et les charges sont retournées. Quand je vois que le système... malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'on prend la parole quand dans sa chair, on est marqué assez profondément et qu'on voit que c'est systémique, quoi. Moi, je veux parler... J'avais déjà commencé à parler pour ces femmes. Puis tout d'un coup, ça m'arrive à moi. Et là, je me dis... Là, je ne peux pas reculer. Cette société doit se regarder en face et on ne peut plus accepter ça. Il y a des enfants mis en danger aujourd'hui par des décisions judiciaires. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu parles des enfants et tu dédies ce livre à tes enfants. Qu'est-ce que tu espères leur transmettre ? Ce que j'espère leur transmettre surtout, c'est pas cette histoire. Cette histoire, je la mets là dans un livre. Je l'enferme aussi. J'espère enfermer sa nocivité dans ce livre parce qu'il est posé dans la sphère publique. La réalité de cette expérience est posée, elle est à disposition, elle est là, disponible. S'ils veulent lire un jour, ils liront. Mais ce que je veux leur transmettre, c'est leur indépendance, c'est leur liberté, c'est la clairvoyance qu'ils ont déjà. C'est préserver cet espace de sécurité, de penser, d'être eux-mêmes, d'être protégés de cette violence, de savoir qu'ils ont le droit d'être protégés de cette violence et d'être en dehors de ça. Avant d'en arriver à la prise de parole publique, tu as essayé énormément de choses. Tu as essayé le dialogue, la compréhension, l'accompagnement. Au début de ta relation avec celui que tu appelles le prince, tu dis que tu aurais voulu l'aider à se sortir de son agressivité, mais que tu n'as pas réussi. C'était perdu d'avance ? Est-ce que vraiment l'entourage d'un homme violent peut l'aider à s'en sortir ? Mais je pense que oui, mais il faut d'abord une volonté farouche et une sortie du déni de ceux qui se permettent d'être violents. Et c'est le plus difficile
de se regarder en face. J'ai reçu un message bouleversant ce matin, en fait. Je regardais sur Instagram et en fait, c'est quelqu'un qui m'avait écrit quand j'avais posté, quand j'avais parlé publiquement il y a 1 an et demi. Et c'est un homme qui avait été lui-même violent. Et il m'a écrit, c'est très beau ce qu'il m'a dit. Et ça me touche énormément, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare parce que je pense que la violence, elle est enracinée. Le déni de sa propre violence, il est enraciné dans les familles. Et que c'est tellement dur de se regarder en face. Ceux qui exercent leur violence, faut accepter qu'il y ait une déconstruction, une décompensation à un moment de leur psychisme. Et souvent, ils vivent dans une réalité parallèle où ils minimisent leur violence. Et s'ils la regardaient en face, ils s'écrouleraient. Mais moi, je pense qu'il faut s'écrouler. Il faut accepter dans la vie de tomber, pour pouvoir se relever. Il faut accepter la réalité. Il faut accepter ce qui est noir en nous. Il faut le regarder. Sinon, on peut pas épouser le mouvement de la vie qui est une sans cesse transformation. C'est une sans cesse métamorphose. C'est des mues successives dont on ne peut pas s'affranchir. Mais elles nous rendent libres, ces mues, d'accepter de tomber, d'être nus, de ne pas savoir qui on est, de se reconstruire, de laisser tomber tous ces repères. Ça fait peur, mais il faut affronter la peur. Malheureusement, oui, c'est une forme de lâcheté de ne pas vouloir regarder la réalité. Mais c'est une terreur telle, je me dis, que c'est des terreurs d'enfance terribles. D'accepter de voir ce qui, dans notre enfance, a été terrifiant. Certains ne veulent pas, ne peuvent pas le faire, parce que tout leur monde s'écroulerait. Il faut accepter que les mondes s'écroulent. Il faut accepter que les civilisations passent. Il faut accepter d'échouer, de perdre pour... c'est vraiment le jeu de la vie. Ça demande cette souplesse. Sinon, je pense qu'on s'emmure et on se coupe de la vie, on se coupe des autres, on se coupe des vraies relations. Et ce que m'a dit cet homme, c'est très beau. Il m'avait dit, je vous ai découverte ce matin sur Inter, j'ai ensuite vu la vidéo de l'interview, comme pour croire, comme pour mieux croire à ce que j'avais entendu. J'étais extrêmement remuée par votre témoignage, pour la raison que j'étais de l'autre côté. Je ne suis jamais allée aussi loin dans la violence, mais je dois avouer que j'ai été brutale avec la femme que j'aimais. J'ai réussi à me débarrasser de toute violence physique ou verbale, mais je sais que cela a laissé des traces. Notre amour est terminé pour d'autres raisons, mais il est certain qu'il a fallu beaucoup de force pour pardonner. Je me suis pardonnée aussi, j'ai envie de dire aux hommes violents, un simple mot, un simple geste ou même l'intention du geste doivent être évités. Celui qui sent la colère le dépasser se doit de fuir les lieux et d'aller se calmer loin de ceux qu'il aime. Ensuite, il se doit d'accepter sa violence. S'il fait mal, qu'il fait mal et qu'il doit, en attendant de se guérir, s'interdire absolument toute brutalité. Voilà, Judith, c'est grâce au courage de celles qui, comme vous, ont parlé, que je me suis regardée en face. C'est beau. Donc ça, ce sont les mots d'un homme qui a fait preuve de violence. Oui, et qui a pris conscience. Qu'il n'a peut-être pas été loin, frappé, marqué, que les coups n'ont peut-être pas marqué la personne, ou c'est peut-être des violences, mais c'est déjà, et il le reconnaît, déjà des violences verbales, des violences psychologiques, le dénigrement de quelqu'un. C'est déjà une grande violence, en fait. Parce que ça enferme l'autre, c'est dire à l'autre, si l'autre est réfractaire à sa volonté, c'est vouloir l'écraser, c'est vouloir l'empêcher d'être qui il est, en fait, et de ressentir ce qu'il ressent. Donc oui, quand il y a un problème, une incompréhension, il faut lâcher prise, il faut partir, il faut refuser de rentrer dans le... Mais je remarque quand même que la violence vient beaucoup de cette... de cette confusion volontaire entre amour et domination et appropriation de l'autre. Aimer, en fait, ça n'est pas vouloir posséder, et ça, on se
se fourvoie beaucoup par ses sentiments amoureux qui... Bon, oui, des fois, on ressent des choses qui nous dépassent. Oui, c'est très fort, ces sentiments amoureux. C'est comme une... Ça peut être une drogue dure, entre guillemets, mais ça peut pas être le prétexte de nier l'existence de l'autre, quoi, et de faire que l'autre, c'est vous, ça doit être vous, et ça doit être tout ce que vous décidez. L'altérité, accepter qu'il y a autre chose que ce qu'on vit soi-même, c'est ça l'amour. C'est ça, c'est de se donner de l'espace, d'accepter que l'autre vous échappe, d'accepter la liberté de l'autre. C'est ça l'amour. C'est aimer ce qui n'est pas soi aussi. Quelques jours après la naissance de ton fils, tu racontes une scène dans ton livre où le prince, celui que tu appelles le prince, te brutalise dans un restaurant devant sa famille et personne ne s'interpose. Oui, c'est moral, là. C'est de la violence morale, oui, tout à fait. À la suite de cet épisode humiliant, tu décris que, incapable de réagir, tu t'es sentie comme anesthésiée. Oui. Par quel mécanisme est-ce que la violence impose le silence et efface les victimes ? En fait, je crois que c'est vraiment chimique dans le cerveau, que ce soit des violences physiques ou morales, pour supporter, parce qu'il faut bien continuer à vivre. Là, je viens d'accoucher d'un enfant. Vous voyez, on ne peut pas se dire qu'on va partir, on n'a pas la force, on n'a pas du tout la ressource pour ça. Donc il faut continuer à vivre, à respirer. Il y a une partie du cerveau qui après, dans les violences sexuelles dans l'enfance, c'est ça aussi. C'est ça qui produit l'amnésie traumatique. Il y a une dissociation qui s'opère dans le cerveau. Il y a une substance qui fait que on met une sorte de voile sur l'événement pour passer par-dessus, pour ne pas ressentir, pour ne plus ressentir. Parce que c'est trop violent. Il faut passer outre. Et on est obligé de mettre un baume anesthésiant pour continuer l'instant suivant, quoi. Pour avancer dans sa vie. Et il faut du temps pour se dire que les couches qu'on a mis pour se protéger à ce moment-là, pour les enlever et pour mesurer la gravité de la blessure infligée. C'est-à-dire que lui, il est dans la colère, il est dans la déraison. Et toi, d'une certaine manière, t'es obligé de tenir, quoi. Parce que sinon, c'est toi qui tiens le sens, d'une certaine manière. Oui, et on est un peu pris au piège. Exactement, ouais. Et malheureusement, souvent, les violences commencent pendant la grossesse. C'est très fréquent. Très fréquent. Ouais. Quand on devient un objet, ça y est, on est le sanctuaire de la semence de l'homme et on lui appartient, quoi. Ouais. Pourquoi les témoins de l'agression, à ce moment-là, ils n'ont pas réagi, à ton avis ? Et comment auraient-ils pu agir pour t'aider à ce moment-là ? Moi, je pense qu'ils n'ont pas réagi parce qu'ils sont habitués à cette violence, à ces humiliations. Comme je le dis dans le livre, j'ai l'impression que c'était un mode opératoire de la famille. Et qu'à ce moment-là, quelque part, il devient le chef de famille en étant père et en prouvant à sa famille que désormais, c'est lui qui infligera les humiliations. Et malheureusement, je pense que et comme j'ai pu en avoir confirmation après, c'était comme ça que la puissance paternelle s'exerçait, de manière abusive et néfaste. Et à ce moment-là, il prend le pouvoir. Et comme, quelque part, ils sont habitués à subir cette violence dans cette famille, à couvrir cette violence, à minimiser cette violence, ils sont tous soufflés que ça soit aussi, devant un nouveau-né, dans ce moment si beau, si joyeux, si sacré. Ça arrête tout le monde. Mais s'il n'y avait pas cette culture de la violence si ancrée, ils auraient dit, mais comment tu oses faire ça ? C'est indigne.
mon fils fait ça à sa femme qui vient d'accoucher, c'est indigne. Moi, je l'invite, je vous invite tous, mais ça, plus jamais tu fais ça, plus jamais. Moi, jamais je laisserai mon enfant manquer de respect, mon fils manquer de respect à sa petite copine. Jamais, 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 jamais. C'est pas parce que c'est mon fils que je dois fermer les yeux sur ses comportements. Il faut sortir de cette culture du déni et de la violence. Mais elle est ancrée. Ta grand-mère avant toi a été victime de violences conjugales et a quitté son mari. Au début du récit, tu t'identifies pas trop à elle, même si tu portes son histoire, mais tu te reconnais pas en elle. Et puis au fil du récit, on comprend que c'est son histoire qu'à ta manière tu as rejouée. Comment est-ce qu'elle t'a inspiré à mettre fin à la violence ? Mais ce qui était beau, c'est que beaucoup de choses dans ma vie arrivent comme ça, par l'art, par les œuvres, par les rôles qu'on me propose et qui sont rarement un hasard, qui sont toujours liés à une partie de mon histoire, comme s'il y avait des fluides que les réalisateurs sentaient, comme s'il y avait des charges magnétiques autour des êtres et que les projets s'en approchaient d'une façon, d'une intelligence de l'existence, quoi, des événements. J'y crois énormément, à cette intelligence des événements. Je la vois beaucoup, et plus on la voit, plus elle se produit, je crois. Et là, au moment où je me disais qu'il faudrait sortir de cette relation douloureuse, cette relation où j'étais enfermée dans une conjugalité violente, en fait. Noémie Lvovsky, avec qui j'ai fait des choses toujours très inspirantes, me propose de jouer dans La Grande Magie le rôle de Martha, qui s'enfuit, qui fuit un mari jaloux et qui l'oppresse. Et c'est pile au moment où je me pose ces questions-là, moi, dans ma vie. Elle s'appelle Martha et ma grand-mère s'appelait Marthe. Et à la fin de sa vie, elle a eu 15 ans de bonheur avec un homme, un Italien, qui s'appelait Remo et qui l'appelait Martha. Donc là, on joue La Grande Magie de cet auteur italien. Et mon personnage s'appelle Martha et elle fuit. Elle s'évade. Elle retrouve sa liberté. Et pendant le tournage, cette agression au visage survient. Je suis obligée d'arrêter le tournage parce que mon visage est abîmé. Et quand je peux le reprendre, je joue cette scène où la femme revient après des années d'absence vers cet homme violent, comme moi je suis revenue dans une nouvelle relation violente, comme pour boucler, comme pour comprendre, revenir sur les lieux, revenir là où j'avais pas mesuré la gravité des choses, revenir encore me confronter à cette violence que j'aurais dû regarder vraiment en face. Et là, je sais que ma grand-mère est près de moi et que par ce personnage qui s'appelle comme elle, je vais me sortir. Je vais couper la chaîne des violences qui s'est perpétuée dans ma lignée. Et je suis bouleversée de savoir que je porte son histoire en moi et que elle vient se rappeler à moi. Elle est morte à ce moment-là, mais elle s'appelle Martha. Et elle m'invite, par ce rôle qui m'est offert, elle m'invite à rompre et à retrouver une vie où je chante, où je suis libre, où je danse, où je suis légère. Mais pour pouvoir retrouver cette légèreté, cet amour, cette joie de vivre, il faut se battre. Et je dois me battre encore aujourd'hui pour couper et demander à la justice de faire son travail. Et c'est très long. J'ai beaucoup de travail pour ça. Et je lutte encore. Mais c'est ce que je fais.
C'est ce que je fais. Et cette beauté intérieure, cette joie de vivre, cet amour de l'art, du jeu, du chant, il exige que je sois une guerrière à l'extérieur pour le protéger, que je dise non, parce que je dis oui à la vie, quoi. Parce que j'ai choisi. Mais ça demande une énergie immense. À la suite de ta relation avec le prince, tu rencontres celui que tu appelles le loup. Il y a pas mal de red flags, comme le fait qu'il harcèle ton ami ou qu'il ait fait de la prison pour des violences envers son ex. Non, il n'a pas fait de prison. Il a fait de la prison après notre relation. D'accord. Mais il a été condamné par 2 fois. D'accord. Il a été condamné par 2 fois pour des actes commis sur une ancienne compagne qu'il avait harcelée. Voilà. Donc tu connais un peu cette situation, mais ces indicateurs de danger, ils ne t'alertent pas. Pourquoi ? En fait, je crois à son récit, je crois à sa version des faits, je crois à sa minimisation, je me fais emporter par son charme, par sa séduction, par son humour, par le fait qu'il a l'air de se remettre en question, le fait qu'il parle de ça avec un peu de... Voilà, comme s'il avait un peu honte, mais que bon, c'était une erreur de jeunesse, c'était pas si grave. Et moi, à ce moment-là, je minimise aussi, finalement, ce que j'ai déjà vécu. Et il voit que j'ai déjà été confrontée à la violence et que, quelque part, j'ai une faculté de résilience, mais immense. Une capacité à pardonner très, très grande. Et aussi beaucoup d'humour. Et voilà, je suis pas dans la colère, je suis pas dans la vengeance, je suis quelqu'un de très, très lumineux, souple, qui se prend pas au sérieux, quoi, qui est pas chiante. Et voilà, c'est parfait, quoi. C'est la proie idéale, en fait. Ça l'arrangeait bien. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il leur faut, quoi. Une résilience trop facile. Et à ce moment-là, ta mère tente de te prévenir que le loup est toxique, mais tu l'entends pas. Quel mot elle aurait pu te dire pour que tu prennes en compte ces avertissements ? En fait, elle me prévient quand ma fille est née, a déjà 5 mois, 6 mois. Oui, que tu as eu avec cette personne. Le loup. Et parce qu'elle voit des choses depuis le début et elle est choquée. Et en fait, elle est tellement inquiète pour moi qu'il y a une forme d'agressivité. Et je vois, j'ai parlé avec d'autres mères là aujourd'hui qui sont inquiètes pour leurs filles, qui voient et qui en fait, ça leur fait tellement peur. Et c'est des femmes qui ont des fois vécu la violence ou leur mère a vécu la violence. Moi, je me disais, mais bon, elle projette sur lui tout ce qu'elle a pardonné à son père trop facilement. En fait, et elle prend mon mec comme bouc émissaire, alors qu'en fait, il a un bon fond et elle le voit pas. Et je suis révoltée, en fait, parce que le fait qu'elle soit fragile, qu'elle soit, qu'elle soit nerveuse, son stress à elle me donne, c'est comme le bois pour se faire battre, quoi, le bâton pour se faire battre. Vous voyez, en fait, c'est aussi l'idéologie qu'il y a dans notre société des mères aliénantes, quoi. Des mères qui induiraient des choses chez leurs enfants ou qui se feraient trop de soucis. Ouais. Ça arrive, mais en fait, elles sentent bien ce qui se passe pour leurs enfants, souvent. Et là, moi, je veux pas voir la réalité. Je veux absolument pas mesurer la gravité. Je crois encore ce qui me dit que oui, il a des coups de sang, mais que c'est quelqu'un de bien, quoi, fondamentalement bon et solide et tendre, et je peux compter sur lui, alors qu'il se passe des choses inacceptables depuis longtemps. Ce qui aurait pu m'aider, mais c'est dur, c'est qu'elle a une tranquillité intérieure, ou qu'elle la cherche en tout cas, qu'elle la gagne, qu'il n'y ait aucune agressivité envers moi.
Parce qu'elles ont tellement peur souvent qu'elles vous foutent un stress dessus. Elles vous reprochent quelque chose. En fait, il faut qu'il n'y ait aucun reproche pour celle qui est en train de vivre ça. Il faut qu'il y ait une écoute totale et vraiment un accueil possible. C'est créer un espace de confiance, de sécurité, de bienveillance autour de la personne et lui faire sentir que on voit des choses qu'on trouve pas normales, que peut-être on s'inquiète, mais voilà, si vous voulez, sinon on rejette en bloc. On rejette en bloc ceux qui viennent avec leur inquiétude. Ça nous agresse. Bien sûr. C'est terrible, hein. C'est très dur de sortir de l'emprise et de cette vision altérée de la réalité. On veut pas croire que c'est grave. Tu évoques ton père aussi dans le livre qui a quitté sa famille quand tu avais 3 ans. Et tu écris « Je souffrais d'amour », là je cite, « Je souffrais d'amour, je voulais être comblée d'amour, dévastée d'amour, écrasée d'amour, annihilée d'amour, brûlée d'amour, être réduite en cendres d'amour. Je crois que j'ai eu ce que je voulais finalement. » Ce sont ces blessures d'enfance qui t'ont mené vers des hommes toxiques ? Écoutez, je pense que il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas le réduire à une enfance difficile. Il y a des femmes qui ont une enfance très choyée, qui tombent sous les griffes de prédateurs. Oui, ça peut faciliter, moi en tout cas, les failles affectives. Le fait que j'ai assisté, que ma maman avec une dépression... oui, ça crée une faille qui, quand on est tout petit, qu'on va vouloir combler. C'est une faille immense d'amour. Donc oui, je pense que j'avais une grande blessure, en fait. Et que ça fait que j'attendais, et qu'on est nourri aussi. Encore hier, je voyais un film au cinéma avec ma fille, un film des années 80, catastrophique. Princess Bride, catastrophique, avec la princesse qui se fait balloter, enlevée par son prince charmant, qui fait un geste pour se défendre à un moment, mais rien du tout, qui n'attend que... C'est insupportable, ces modèles dont on nous a gavés. Moi, on m'a gavé de Disney où la princesse attend le prince. Merde, c'est insupportable. Quel modèle pour les petites filles. Forcément, on rêve en tant que petite fille, on se façonne à ce moment-là de la vie. On se façonne dans ces récits. Au cinéma, on est complètement... on est enchanté, c'est un sortilège. Non, mais les récits sont tellement importants pour notre construction. Ça change un peu aujourd'hui, heureusement. Mais je veux dire, non, on a besoin d'héroïnes, on a besoin d'aventurières, on a besoin de femmes qui empoignent leur liberté, qui inventent leur vie. C'est catastrophique, hein. Donc ça, plus le fait de pas tenir tout à fait sur ses pattes, d'avoir ces références à chercher l'amour, voilà, l'amour romantique où l'héroïne se sacrifie par amour, ces récits-là aussi de femmes sacrifiées, ça nous compose, c'est immense. Enfin, ça plus ça fait que on est des proies faciles, quoi. Comment éduquer les enfants justement pour qu'ils disent non à ce modèle, pour qu'ils se reconnaissent plus en fait dans ces cases? En effet, je pense par des récits nouveaux, par des récits qui valorisent aussi de prendre soin de l'autre, de l'amitié, l'entraide. Le fait que la masculinité et la féminité ne soient pas assignées à des rôles prédéfinis et voilà, délétères, qui nous enferment à des places du mec qui se bat contre tout le monde, qui veut se venger. C'est insupportable, évidemment. Quand voulez-vous qu'ils fassent? Les petits garçons, là, ils doivent prouver leur masculinité
en montrant qu'ils sont les plus forts et qu'ils ont ce qu'ils veulent, quoi. C'est insupportable. Et je pense que il faut, si vous voulez, il faudrait un peu de philo à l'école tout le temps. Enfin, ça changerait tout si l'humain était au cœur aussi de nos apprentissages, de nos expériences. Ça changerait tout, quoi. Moi, ma fille en maternelle, il y avait une maman qui venait faire des cours de philo. Ça change tout. Ça remet des questions au cœur de la vie en communauté. Je trouve ça, voilà. Et puis qu'il n'y ait pas de déni de violence, en fait, qu'on puisse inventer ensemble une société meilleure. Mais bon, voilà, je ne sais pas. On est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Mais on est encore dans une société punitive, une société où on écrase, où on domine les enfants, où on a biaisé aussi le concept de parentalité bienveillante et positive en pensant que c'est ne pas mettre de limites. Mais c'est pas vrai, au contraire. Il y a des limites. Justement, il faut apprendre à nos enfants à les respecter. À les respecter en respectant nos enfants. C'est pas en étant dans la culture de la punition forcément qu'on apprend les limites. C'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on met pas de limites. Au contraire, je pense qu'on a le cerveau un peu retourné en France. On n'est pas encore. On fait il y a plein de biais comme ça qui nous aident pas à créer une société meilleure. Il faudrait, d'une certaine manière, mener par l'exemple en respectant ses enfants aussi. Oui, tout à fait. Plutôt que de faire preuve d'autorité un peu une autorité arbitraire. Abusive. Et en fait, les enfants comprennent. Il faut juste pouvoir dire, non, ça c'est vraiment ma limite, tu ne peux pas le faire. Mais c'est du dialogue, c'est de la confiance. Quand on respecte son enfant, on lui apprend à se respecter lui-même et donc respecter sa dignité. Ceux qui violentent, ils perdent leur dignité aussi. Vous voyez, ils ont aucune dignité. Quand on suit sa femme qui veut plus de vous pendant 1 an, on n'a plus de dignité. Enfin, je pense que respecter la dignité d'un enfant, lui apprendre ses propres limites, les limites de l'autre, c'est lui apprendre à être un bon adulte, quoi. Mais c'est vraiment la culture de la relation qui doit être nourrie et pas la culture de la domination. Et comment est-ce que toi, tu as pu réussir d'une certaine manière, à consoler la petite fille du passé qui avait ses blessures d'absence, de manque, d'amour? Comment est-ce que tu as réussi à dépasser ça pour être en paix? Bon, déjà, toujours dans ma vie, il y a eu l'art, il y a eu le théâtre, il y a eu le chant. Ça vous console, ça donne du sens à toutes vos souffrances. C'est merveilleux, mais c'est vrai que j'ai réalisé que même si la fiction m'avait toujours soulevé le cœur et donné du sens aux pires épreuves, elle m'avait pas sauvée de revivre ces choses-là. Moi, c'est en faisant un petit tour dans le réel et en retraçant, en regardant ma vraie histoire, pas en m'échappant dans des rôles et en vivant des choses par mes rôles. C'est en revenant au cœur de ce que j'avais traversé, en me redonnant du pouvoir, en me redonnant de l'air, de l'espace, en recréant des phrases, des mots, des idées, en allant redécoller les membranes qui restaient collées aux événements traumatiques, en les repensant. Ça m'a vraiment réparée. Vraiment. De pouvoir écrire, de me redonner cet espace, ce royaume du verbe, c'est fondateur pour moi. La justice n'a pas toujours été de ton côté. Je pense notamment à la juge qui devait se prononcer sur la violence de ton ex et qui a fait preuve d'une grande insensibilité face à la situation. Tu racontes ça dans le livre.
Comment est-ce que tu expliques cela et comment as-tu réussi à garder espoir malgré cette situation ? Moi, le problème avec moi, c'est que justement, je ne sais pas si c'est un problème, mais j'ai toujours beaucoup d'espoir. Et des fois, ça m'a fait me fourvoyer. Parce que je croyais toujours en l'humain qui se métamorphose, au père de mes enfants qui vont comprendre, et aux chances que j'ai toujours données. L'espoir, ce que j'ai appris en fait, c'est qu'à un moment, il faut arrêter d'avoir de l'espoir pour certaines choses, pour que d'autres se remettent en question, là où on n'a pas de prise. En revanche, faire évoluer la justice, on ne peut pas perdre espoir. Il faut le faire, c'est entre nos mains, et si la société civile ne s'empare pas de ces sujets, ça n'avancera pas. Donc l'espoir, c'est de voir que la parole est puissante. La parole, dire, les mots, les verbes, se réparer par les mots, impacter le monde en disant la réalité. C'est ça, c'est de l'espoir. Le verbe, il est créateur, il demande des actes. Et les actes demandent des transformations. Et ça, c'est un mouvement de la vie, c'est comme ça marche comme ça. Les paroles, elles sont créatrices. Quand on vous dit tu vaux rien, ou mais arrête de te victimiser, c'est créateur. C'est créateur. C'est des nouveaux récits maintenant qu'il faut mettre en place. C'est donner du poids aux paroles sorties de ce silence imposé qui va transformer le monde. Donc oui, j'ai espoir. J'ai espoir parce que je vois à quel point nos mots nous sortent de l'écrasement, de l'ornière, du silence. J'ai espoir, mais l'espoir demande des actes. Et une lucidité. Et de regarder le réel. Pas espérer en vain, espérer dans l'imaginaire. Il faut espérer et agir. Tu as inspiré beaucoup de femmes qui vivaient la violence conjugale, notamment à quitter leur compagnon. Quel mot voudrais-tu dire à une femme victime de violence ? Déjà, il faut accepter de reconnaître la violence. Comme disait Gisèle Halimi, moi, entendre cette phrase, ça m'a réveillée. Ne laissez pas un mot, pas un geste, pas une situation attenter à votre dignité. Une insulte, c'est grave, c'est violent. Quelqu'un qui veut vous contrôler, qui ne supporte pas, qui n'aime pas votre liberté, c'est violent, c'est grave. Quelqu'un qui vous dénigre, même pour rire, même pour une blague, c'est grave, c'est pas marrant, c'est pas drôle, même si vous pouvez en rire vous-même à certains moments. Ça ira plus loin. En fait, il faut se donner de la valeur à soi-même. On est précieux, Moi, je dirais, il faut pas renoncer à sa propre lumière. C'est dur de partir parce que ça paraît des fois insurmontable, mais les événements se placent bien à partir du moment où on décide qu'on ne laissera pas éteindre en soi cette dignité, cette lumière intérieure, et que la première chose au monde, c'est de prendre soin de ça, de cette petite lueur intérieure, et de la préserver, de savoir qu'elle a de la valeur. C'est ce qui compte. Et souvent, quand on vit avec un homme violent, il n'aime pas beaucoup ça. Donc, quand on se dit, mais oui, mais je l'aime, je ne peux pas le quitter, aimez-vous d'abord, et vous verrez, il va devenir de plus en plus insupportable au fur et à mesure que vous vous aimerez, que vous prendrez soin de vous. Et de lui-même, il va créer les conditions de la séparation, parce qu'il va devenir horrible. Plus vous accorderez de place, moins il va le supporter, si c'est un homme violent et coercitif. Et vous saurez que il faut s'accorder de la place, de l'espace, même si c'est dur, même si vous voyez pas comment vous allez faire pour vous en sortir. L'intention de se dire qu'on mérite une vie meilleure, l'intention de se dire que d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas comment les événements vont se mettre en place,
mais c'est magique, je vous jure. Quand on a en soi l'intention de se dire que on mérite de vivre une vie harmonieuse, une vie pleine, une vie remplie d'amour, de vivre dans le respect, quand on s'accorde à soi-même ce droit, c'est fondamental, et qu'on le garde en tête en soi. Les événements se placent, votre volonté s'affermit, et un jour, vous trouvez la force de vous extirper de la violence et ne vous sentez pas coupable de partir. Merci beaucoup, Judith, pour ces mots très forts et pour ta prise de parole libératrice pour tant de femmes. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Judith Chemla, Notre silence nous a laissés seuls, aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.